Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette 62e édition de Fréquence Orage d'Acier. On continue cette semaine avec le camarade Torti, notre exploration de la question de l'écologie, tout ça dans le but de contribuer à la définition d'un programme clair, d'un programme avec des lignes précises, en vue lui-même d'être articulé en solutions très concrètes, des mesures politiques, fiscales, la réorganisation du territoire, doter le parti en construction que nous appelons de nos voeux à la suite d'autres. Je pense là par exemple à la dernière intervention de Julien Rochdy sur TV Liberté dans son émission Sécession, où il appelle comme nous à la construction de ce parti de droite authentique, qui est un peu le travail aussi que s'est assigné Dextra depuis 2009, puisque nous travaillons à ces synthèses depuis lors. D'ailleurs, je vous rappelle que Fréquence Orage d'Acier est la voix de la révolution conservatrice sur le net, et que c'est dans ce but que nous travaillons pour essayer, sur le plan théorique, d'élaborer des lignes claires sur le plan programmatique, et ensuite de former aussi des cadres en vue d'animer ce parti et l'ensemble du corps social, si Dieu permet. Alors, Pierre Torti, bonjour. Bonsoir. On se retrouve donc cette semaine pour reprendre nos échanges où nous les avions laissés. Le temps nous avait manqué pour achever tout à fait ce sujet. La semaine dernière, c'était un défi impossible à relever. Donc on continue cette semaine, toujours inspiré des travaux de Frédéric Dufoin, son livre L'écologie radicale, pour explorer les grands mouvements de cette écologie radicale, qui ne se limite pas à la seule deep écologie nord-américaine. J'aimerais simplement revenir un petit peu en ce début d'émission sur les sources, les références auxquelles renvoyaient nos auditeurs, pour comprendre où l'écologie doit puiser ses réflexions et demain, je l'espère, ses solutions. On a longuement parlé du libéralisme et de caractère antagoniste au libéralisme de toute écologie radicale, de toute écologie authentique. Et c'est parce que, comme le dit Dufoin, donc opposé à la fois au libéralisme anomique qui considère que l'intérêt collectif n'émerge que de la somme des intérêts individuels, comme au totalitarisme déshumanisant, qui ne donne de valeur à l'individu que par son rôle relatif aux objectifs du groupe, divers penseurs vont tenter de trouver une troisième voie. Alors on retrouve cette fameuse troisième voie, mon cher Torti. Ils développent des projets divers, mais qui ont quelques points communs. D'abord, la méfiance à l'égard de l'État et des machines institutionnelles trop grandes. La défense du fédéralisme, des groupes sociaux ou des institutions extra-étatiques, telles que les associations, les corporations, les groupes professionnels. Après le fédéralisme, le personnalisme, c'est-à-dire l'idée que l'individu vaut en lui-même, indépendamment de toute fonction dans la société, mais aussi par ses liens socio-affectifs avec les autres, dont découle le souci permanent que la société permette vraiment les choix moraux et que l'intérêt de la communauté en elle-même soit toujours pris en compte. Enfin, un questionnement inquiet concernant la technique, le rapport des moyens et des fins, un rejet de l'industrialisme. Ainsi, Jean-Louis Loubet-Delbel, que nous avons beaucoup travaillé lors de nos universités d'été, en conférence également, et nous avons évoqué aussi son travail au micro de Fréquence Orage d'Acier. Loubet-Delbel, qui est donc l'auteur des non-conformistes des années 30, cette monographie sur ce mouvement de nos aînés, de nos devanciers, et d'une certaine façon de nos maîtres du non-conformisme. Voilà, on peut vous renvoyer à son travail pour aller là aussi plus avant et aller peut-être dans un deuxième temps au texte de ces non-conformistes pour approfondir cet antagonisme à l'égard du libéralisme d'un côté et du totalitarisme, qu'il soit d'ailleurs communiste ou nazi de l'autre. Si le souci ou l'intérêt central pour la nature est absent de l'œuvre de ces auteurs, donc de ces non-conformistes, il n'en demeure pas moins que, aussi bien en France qu'en Allemagne, ces mouvements auront une influence certaine, voire prépondérante, sur l'écologisme proprement dit. Parmi ces auteurs, on trouve Alexandre Marc, Denis de Rougemont, Thierry Molnier, Emmanuel Mounier. Il faut aussi ajouter des électrons libres, dissidents personnalistes extrêmement influents sur la pensée écologiste. Les deux grands noms, évidemment, vous les connaissez, Pierre, c'est bien sûr Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, ce dernier étant le seul de ces anticonformistes à avoir donné à la nature une place fondamentale dans sa réflexion sur la liberté humaine. Bernard Charbonneau qui est considéré par beaucoup d'écologistes comme le père de l'écologie française, à la suite d'ailleurs d'un Français qu'on n'a pas évoqué la semaine dernière, mais que je veux quand même évoquer à ce micro, qui est Élisée Reclus, le grand géographe, libertaire, anarchiste, et qui est aujourd'hui toujours cité d'ailleurs par les militants libertaires qui s'occupent des questions environnementales. Je pense en particulier aux militants de la Fédération anarchiste, que je salue un peu pour les faire rager. Après la Seconde Guerre mondiale, continue Frédéric Dufoin, 6 types de discours vont investir la question environnementale qui va lentement se transformer en question écologique. Le discours scientifique, l'écologie scientifique gagnant en autonomie et en spécificité, le discours philosophico-sociologique le plus souvent éthique sur la valeur intrinsèque ou non de la nature, avec des auteurs comme Arne Naess,
Sur le comportement que l'homme doit avoir vis-à-vis d'elle, des auteurs tels que Serge Moscovici ou Hans Jonas, l'inventeur du principe de précaution, et sur la liberté laissée à l'homme dans une société industrielle, Gunther Anders, Jacques Ellul, Ivan Illich, Herbert Marcuse, les philosophes de l'école de Francfort et Rudolf Barrow. Le discours médiatique est spectaculaire, on citera par exemple l'impact des émissions du commandant Cousteau qu'on évoquait la semaine dernière. D'ailleurs c'est un peu piquant, on peut peut-être en dire un mot Pierre, mais le commandant Cousteau n'était pas seulement le capitaine de la Calypso, il était aussi le frère d'un autre Cousteau, co-auteur de Dialogue de vaincus avec un autre réprouvé de la libération, de l'épuration qu'aura été Rebattet. Le discours culturel, notamment par la voie du cinéma, avec des films comme La planète des singes ou Omega Man, Silent Running en 1972, Soleil Green en 1973, Soleil vert en français, vraiment on peut que recommander. Ah bah, totalement, déjà parce que il y a Charlton Heston qui joue le rôle principal dans le film, et Charlton Heston est peut-être l'un des plus grands acteurs de sa génération. Le fond de ce film est absolument édifiant, et il faut absolument le voir. C'est édifiant, terrifiant. Plus de 40 ans sont passés depuis la sortie de ce film, et plus les années passent, plus on se demande dans quelle mesure ce n'est pas un film prémonitoire. Et c'est pour ça qu'il faut lutter pour faire mentir cette impression. Alors il y a aussi la littérature de la science-fiction par exemple, avec Philippe K. Dick, J.J. Ballard et tant d'autres, le roman utopique Ecotopia d'Ernst Callenbach, et enfin un discours économique, avec l'invention de la notion d'externalité, ce qu'on appelle aussi l'effet secondaire négatif d'une production, ce qu'on appellera plus tard le principe de pollueur-payeur par l'économiste Arthur Cécile Pigou, sans oublier le discours technocratique avec la naissance de diverses institutions nationales et internationales vouées à trouver des solutions aux problèmes écologiques, un discours qui culminera en 1972 avec le fameux rapport du Club de Rome Limits to Growth, ou Limites de la croissance, lequel deviendra une référence incontournable de l'écologisme. Bon, là, je vais pas trop m'étendre, j'en ai déjà parlé dans l'émission sur les périls de l'écologie. Ce rapport du Club de Rome est profondément marqué par le malthusianisme, et c'est vrai, le malthusianisme a souvent un compagnonnage avec beaucoup de familles de l'écologie, et je crois que c'est quand même un de nos adversaires principaux, et là-dessus on pourrait diverger mon cher Pierre, mais je crois qu'il faut se tenir très très loin de tout discours malthusien. On pourrait en reparler et faire une émission de débat éventuellement là-dessus, mais la Terre peut nourrir beaucoup plus d'hommes encore qu'elle n'en porte aujourd'hui. La question n'est pas la question des ressources, parce que c'est vrai que la Terre a des ressources limitées, mais c'est une question de mise en culture de cette Terre, de sa valorisation, si l'on peut parler ainsi, tout en ne tombant pas dans un autre travers qui consisterait à considérer la nature seulement comme un stock de ressources disponibles. Parfois même de ressources naturelles disponibles. Non, la nature n'est pas cela, elle est beaucoup plus que cela, elle est notre habitat, elle est notre maison commune, et c'est pour ça qu'on parle d'écologie, hein, c'est le discours sur la maison, sur l'habitat. Alors il y a un point aussi très important qui va contribuer beaucoup à la réflexion écologiste, c'est la menace nucléaire, avec bien sûr les écrits de Gunther Anders, disciple d'Heidegger, avec La fin de l'homme, comme livre absolument prémonitoire, et qui mérite là aussi toute notre attention. Je ne m'étends pas trop sur cette question, ça pourrait là aussi faire l'objet d'autres émissions. Et puis une critique aussi de la technique par le grand Jacques Ellul, qui est un de nos maîtres, un de nos devanciers, un de nos aînés, et qu'il faut lire aussi, lire par exemple Le Bluff technologique, ou simplement son maître ouvrage sur la technique. Alors cette critique théorique, très philosophique, cette prise en considération de la préoccupation environnementale va aussi se doubler de nombreux incidents écologiques, des pollutions. On pense évidemment à Exxon Valdez qui va déverser son pétrole sur les plages et sur les neiges d'Alaska, l'explosion de l'entreprise, enfin de l'usine de Seveso en Italie, l'usine de Bhopal en Inde en 1984. On pense aussi à l'explosion de Tchernobyl. On parlait tout à l'instant du nucléaire. Toutes ces choses vont évidemment contribuer très largement aussi à une prise de conscience. Mais on peut aussi parler plus largement, je dirais, d'une prise de conscience diffuse du fait de la dégradation des conditions de vie des populations, même dans le monde occidental, Pierre. Ah oui, ça c'est évident que la pollution est de plus en plus présente, liée aux voitures, à la
prolifération incroyable de voitures en Occident, mais également notamment en Chine, où vu le nombre d'habitants, le milliard d'habitants, de plus en plus de personnes ont accès et peuvent se permettre de se payer une voiture, ce qui ne contribue absolument pas à la bonne santé de la planète. La pollution est partout. Il y a d'autres aspects aussi. Il y a la pollution visuelle, la pollution sonore. La pollution visuelle, je crois qu'on en avait parlé, notamment quand on avait évoqué Sylvain Tesson dans le dernier numéro. La pollution visuelle où toutes les entrées des villes françaises sont absolument immondes, parce qu'on a fait des zones de commerce où se retrouvent dans de grands entrepôts toutes les différentes marques possibles et imaginables qui font en sorte d'être ouvertes le dimanche pour pouvoir vendre des produits absolument inutiles à des gens qui n'ont plus d'argent, puisque le déclassement et la paupérisation de la société va bon train. Il y a énormément de choses à faire, pas seulement pour la nature certes, mais aussi et surtout pour l'homme, puisque nous sommes français pour nos compatriotes. Oui, parce qu'il y a aussi tous ces aspects de déshumanisation qui vont mobiliser la pensée et la critique écologique. Je pense en particulier à la critique de la déshumanisation, de la rationalité froide, du caractère industriel, concentrationnaire même, d'ailleurs qu'il soit nazi ou soviétique, et on pourrait même ajouter maintenant libéral. Toutes ces logiques de la concentration, de l'industrie, de la rationalité, de la déshumanisation, qui en fait heurtent la sensibilité de tout un chacun. Je pense souvent à ces populations qui vivent dans des zones comme la Défense, que ce soit des zones d'ailleurs bourgeoises, entre guillemets, comme la Défense, ou des zones prolétarisées, lumpen prolétarisées et immigrées, comme Sarcelles. Mais dans les deux cas, que ce soit, je dirais, dans le marbre des bureaux ou dans la misère du béton, on a dans les deux cas cette déshumanisation qui est très présente. Et cette critique va les conduire aussi, évidemment, par extension, à une critique de l'État, de la bureaucratie, de la technocratie, de la société industrielle, et à la nécessité de penser une société qui permette véritablement à l'individu de faire des choix moraux sans être un simple outil fonctionnel. En effet, la découverte de l'univers concentrationnaire, que ce soit l'univers concentrationnaire nazi comme communiste, a été en quelque sorte une confirmation des appréhensions du romantisme du XIXe siècle quant à l'urbanisation, à l'industrialisation. Cette critique s'est concentrée donc sur cette déshumanisation froide. On a parlé à un moment donné dans les années 60 de déshumanisation grasse, c'est-à-dire la société tertiaire de consommation et de spectacle, développée notamment par les situationnistes de Guy Debord, des auteurs de gauche comme Herbert Marcuse, André Gorz, Roland Barthes, Jean Baudrillard, ainsi que par des auteurs souvent liés au christianisme et au personnalisme comme Ivan Illich, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. Si ces deux tendances se recoupent bien sur bien des aspects, aliénation, manipulation des individus par le système politico-médiatique, perte de liberté, les auteurs issus de la gauche s'intéressent plutôt à la destruction du désir et de la capacité de jouir de la vie des individus, tandis que les autres, les personnalistes et les chrétiens, s'attachent plutôt à défendre dans la ligne des penseurs de droite comme Charles Péguy ou Bernanos l'existence d'une intériorité spirituelle et morale que la société industrielle et de consommation tend à faire disparaître. Ça, je pense, c'est un point très important, et depuis nos débuts de travaux sur Fréquence d'orage Astier, nous sommes attachés à la défense justement de l'intériorité, du quant à soi, du fort intérieur, à la fois dans un esprit antigonien, de cette capacité à dire non à un ordre injuste, mais aussi le respect, je dirais, de cette vie intérieure comme d'une flore fragile, et en particulier le culte du silence. Je crois que Bernanos disait que la vie moderne, je le paraphrase approximativement, était une conspiration contre toute forme de vie intérieure, et il pensait en particulier au bruit. Vous parliez tout à l'heure des pollutions lumineuses, il y a aussi, vous le disiez Pierre, des pollutions sonores, et je crois qu'il y a cette incapacité de nos contemporains, ce dressage au bruit. Un philosophe comme Alain Finkielkraut, lorsqu'on lui demande quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il devait devenir président de la République, il dit qu'il interdirait l'omniprésence de la musique dans les lieux publics. Je crois que ça a l'air de rien, ce sont des toutes petites choses, bien sûr, mais ça participe aussi de notre souci écologique, et en particulier du respect de l'intériorité de chacun, de son quant à soi. On va peut-être, mon cher Pierre, aborder d'autres aspects de cette écologie. Alors, il y a des aspects qu'on n'abordera pas, comme l'écoféminisme. On sait que la gauche en est très friande de cet écoféminisme, mouvement radical du féminisme, qui soutient que la manière de traiter la nature, de l'objectiver et de l'utiliser est liée à une logique patriarcale qui a de même façon méprisé et asservi les femmes. Il constitue une branche à part de l'écologisme qui mériterait d'être traitée en elle-même, mais ça nous conduirait trop loin. Je voudrais juste l'évoquer pour en rire un peu aussi, parce que le patriarcat, c'est un peu comme Cthulhu.
c'est une créature mythologique, disons. Il y a dans l'écologie d'autres préoccupations comme le refus du travaillisme, hein. C'est-à-dire le refus de la croyance dans le fait que la valeur sociale d'un individu ne vient que de sa fonction productive et du travail, hein, qui est le sien, et en particulier du travail salarié. Mais d'autres refus encore, celui du productivisme, c'est-à-dire le refus de la croyance selon laquelle le bonheur d'une société naît de la performance de son activité productive, du nombre de biens matériels qu'elle crée, autrement dit de sa fameuse croissance du produit intérieur brut. Cela d'autant plus que cette logique productiviste amène souvent à l'usage déraisonnable de la nature et à des catastrophes environnementales, on l'évoquait tout à l'heure, Amoco Cadiz ou Exxon Valdez. La défense de l'autonomie dans l'organisation du travail et du temps, gérée par les individus, des choix de vie, tels que celui de s'occuper de ses enfants ou de s'occuper de soi, hein, toute la sphère non marchande aussi, la société dite du tiers secteur, qui va des associations sans but lucratif, l'éducation des enfants, l'entretien de la maison, l'entretien même, je dirais, de la société dans son entier, hein, ce qu'on appelle l'économie sociale. La défense d'une sphère autonome aussi, celle du secteur non marchand, qui doit donc ne relever ni de l'État, ni du marché. Hein, à toutes ces thématiques, on peut en ajouter d'autres, hein, telles que la question démographique, en particulier celle de la surpopulation. On en a parlé tout à l'heure, vous connaissez les prises de position de l'antenne à ce sujet, sur la question on va dire, du malthusianisme, en fait, qui est toujours à marcher de conserve avec beaucoup de courants écologistes, je vous le disais à l'instant. Et puis aussi la question des rapports nord-sud. Ça c'est beaucoup dans l'écologie de gauche. Nous, on va pas s'étendre là-dessus, mais il y a une grosse préoccupation de ces rapports nord-sud, et on peut dire que d'une certaine façon, le tiers-mondisme des années 60 et 70, qui a beaucoup d'ailleurs occupé les chrétiens de gauche, d'une certaine façon, s'est déversé dans l'écologie, et il y occupe une part assez importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Pierre ? Oui, la problématique des rapports nord-sud, effectivement, Serge Latouche en parle aussi quand il parle de décroissance, et je trouve d'ailleurs que c'est l'aporie de cette décroissance vue de gauche. Il parle de la décroissance des pays occidentaux, sous couvert avec l'argument, ils avancent l'argument, du fait que nous sommes vraiment avancés, techniquement parlant, technologiquement parlant, industriellement parlant. Donc il nous faut décroître, tandis que les pays du Sud, qui eux n'ont pas atteint un niveau technologique satisfaisant selon eux, devraient avoir encore la possibilité de croître. Et d'une, pour le bien-être de la planète, et de deux aussi, pour expier des fautes que l'Occident a pu commettre durant la période coloniale. Bon, c'est un point de vue qu'ils défendent, qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas parce que l'Occident a fait des erreurs avec la surtechnologie, la surindustrialisation et la surpollution que nous avons pu produire pendant des décennies que les pays du Sud devraient avoir le droit de commettre ces mêmes erreurs. Nous apprenons de nos erreurs, et nous, pas seulement occidentaux, mais le monde apprend des erreurs commises à quelque endroit du globe. Il faudrait que la décroissance sera plus importante effectivement dans les pays les plus industrialisés, puisqu'il y a plus de décroissance à mettre en œuvre que dans les pays du Sud. Mais il faudrait accompagner, en termes de coopération et non pas de développement, mais en termes de coopération, accompagner ces pays du Sud à développer des techniques d'électrification, développer des énergies propres, renouvelables, et des voitures qui seraient à l'hydrogène. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans, et Philippe Murer en parle très très bien, cet économiste proche de Jacques Sapir en parle très bien. Il faut avancer de concert le Nord et le Sud à l'avènement d'une société décroissante. Je le disais tout à l'heure, sont souvent des chrétiens de gauche, des militants des catholiques de gauche, quoi, qui ont donné beaucoup de militants tiers-mondistes à ce qu'on appelait la deuxième gauche, qui se sont retrouvés dans cette écologie politique de gauche, et qui en effet y ont amené un petit peu leur marotte, et en particulier ce tiers-mondisme. Et en effet, on voit bien que, ayant abandonné finalement le terrain strictement religieux, ils ont transporté des réflexes religieux dans le politique. Ça, c'est vraiment une très très grave erreur que dénonce évidemment Julien Freund, le grand théoricien du politique, c'est de mêler politique et morale, ou politique et religion. Et on sent que cet aspect d'expiation dont vous parliez est tout à fait déplacé en ce cas. Et en effet, on ne voit pas très bien cette logique d'équilibre, de vase communicant qui voudrait que nous devions décroître pour que d'autres, comme vous le disiez, commettent les mêmes erreurs que nous. Là, on sent qu'il y a une inconséquence de ces gens qui pourtant ont été parmi les premiers en France à dénoncer le concept tout à fait fallacieux de développement. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'histoire de ce concept de développement
dans les ouvrages de Serge Latouche, et en particulier le rôle qu'a joué le président Truman et le discours du président Truman au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et la mise en œuvre du plan Marshall comme, je dirais, sanctification même de ce concept de développement que malheureusement nous avons tenté d'imposer aux pays du Sud dans les années 70 et 80, 60, 70 et 80, et qui a produit, comme on en parlait la semaine dernière, la révolution verte en Inde, qui est une véritable catastrophe avec le recul. Je rappelle qu'aux Indes, un agriculteur se suicide tous les jours en ingérant les produits phytosanitaires qui sont censés traiter les terres qui ont été dévastées par les produits Monsanto et autres. Maintenant, ils sont tellement endettés, si vous voulez, du fait de cette révolution verte, les agriculteurs eux-mêmes sont endettés, si vous voulez, sur leurs propres biens, à un point tel que pour échapper aux banques, finalement, ils se suicident pour essayer de gratter peut-être ici ou là une prime d'assurance pour leur veuve. Je crois que c'est un peu ça la logique. En effet, ces rapports Nord-Sud sont empoisonnés finalement par des considérations para-religieuses qui n'ont rien à y faire. En revanche, il y a un aspect intéressant dans je dirais, dans l'intérêt que portait l'écologie de gauche à ces rapports Nord-Sud, c'est un déplacement du regard qui est désoccidentalisé. Serge Latouche parle de décoloniser nos imaginaires. Je propose d'aller encore plus avant dans cette démarche. En effet, nous devons non seulement mettre fin à la France-Afrique, comme le demandent ces militants écologistes de gauche depuis maintenant des décennies, il faut, je crois, mettre un terme à ce cordon ombilical qui nous empoisonne, nous, en France, autant qu'il empoisonne les pays d'Afrique. Il faut que chacun maintenant prenne ses responsabilités, qu'on leur lâche la main et qu'ils se comportent en nation adulte. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi quitter nos terres pour retourner sur la terre de leurs ancêtres, pour, comme le dit le troll en chef Henri de Lesquin, faire connaissance. Alors, il y a d'autres aspects, évidemment, que l'écologie touche de façon contiguë. Il y a, par exemple, toutes les questions sociales. La justice sociale est au cœur de la préoccupation écologiste, souvent dans l'écologie de gauche, bien sûr, mais je crois que on peut dire, sans craindre de nous renier, qu'elle l'est aussi au cœur de nos préoccupations, Pierre Torti. Je crois que l'écologie et la soif de justice sociale sont deux préoccupations, finalement, qui ont toutes les deux trait à la justice. C'est traiter justement avec justesse, les hommes avec justesse, ceux qui nous environnent. C'est d'une certaine façon le sens grec de la mesure auquel nous faisons appel. Nous nous proposons en fait de faire de l'écologie un chapitre éthique sans que cela n'ait à faire avec un catastrophisme souvent là aussi para-religieux. J'en ai déjà longuement parlé à ce micro, mais vous le savez, il y a une dimension presque religieuse dans ces annonces apocalyptiques que nous font les militants écologistes de façon assez régulière. Alors après, il y a d'autres remarques que l'on peut faire autour de l'écologie, comme par exemple l'intérêt qu'avaient porté certains auteurs à la notion de la petitesse, de la taille des choses. Small is beautiful, ce qui est rustique, ce qui est fonctionnel, ce qui est souvent économe, ce qui est donc par là même conforme à notre programme de sortie du capitalisme et non pas de décroissance, on va en dire un mot tout de suite, c'est souvent des systèmes à petite échelle. Raison aussi qui nous permet, sur la question de l'organisation du territoire, de parler de localisme, de démocratie locale, de démocratie directe, avec par exemple une mesure que nous avons déjà proposée ici, le mandat impératif, l'élection directe des représentants qui soient vraiment souverains dans les assemblées, que ce soit dans les assemblées municipales ou provinciales, alors qu'aujourd'hui on sait que nous sommes des administrés. Donc local, petit, rustique, fonctionnel, économique, écologique, tout ça est finalement assez conséquent, Pierre Torti. Oui, totalement, c'est totalement conséquent, étant donné que vous savez très bien que j'ai une conception relativement holiste de la société et des choses, et il est clair que le localisme nous permettra, et cette sortie du capitalisme, du libéralisme que nous appelons de nos vœux. Chacun est maître chez soi, donc nous, ce que nous voulons, c'est le bien-être de notre peuple, le bien-être de celui des autres, et nous importe peut-être, mais il passera toujours en second plan par rapport au nôtre.
Donc il est clair que le retour au localisme, le retour au fédéralisme, le retour aux biorégions, si vous voulez, ce qu'on appelle les régions naturelles, au terme de ce qu'on appelait autrefois aussi les pays, au terme de provinces, sans le côté péjoratif que les bourgeois peuvent mettre dedans, est essentiel pour à la fois le bien-être de la personne, le bien-être des habitants de manière générale, et le bien-être de l'environnement, qui au final est lié, puisqu'il y a une coappartenance de l'homme et de la nature dans un même milieu, et le bien-être de l'un ne va pas sans le bien-être de l'autre. En plus, le bien-être des autres n'est pas de notre ressort, hein. C'est un principe responsabilité, hein. C'est un principe aussi important dans l'écologie. On en parlait tout à l'heure, ce qu'on a appelé, ça s'est traduit malheureusement dans cette mesure absolument horrible qu'on appelle pollueur-payeur. C'est plutôt le principe responsabilité, c'est le principe qui est à la base de notre écologie patrimoniale, qui veut que chacun finalement soit responsable de son arrière-cour. Si chacun entretient son jardin, si chaque nation entretient son propre jardin, alors d'une certaine façon, la planète ne sera pas dans les mêmes risques de morbidité, tout simplement. En effet, Schumacher, l'auteur du concept Small is Beautiful, explique que la taille et la complexité d'une organisation sociale sont des aspects déterminants pour son bon fonctionnement, que personne ne connaît mieux ses problèmes que celui qui les vit, et son environnement que celui qui y vit. L'écologisme, c'est dès les années 60 fortement lié au mouvement régionaliste, ou également défendant les identités régionales. Or, qui dit identité dit peu ou prou enracinement, logique de groupe, construction et défense d'une culture distincte des autres. Cet aspect de l'écologisme est l'un des points qui connectent à diverses mouvances de la droite, comme la nouvelle droite d'Alain de Benoît. Ceci nous amène à une autre considération concernant les aspects religieux et spiritualistes, parfois anti-chrétiens de l'écologie. Si de nombreux d'auteurs inspirateurs de l'écologisme sont très marqués par le christianisme, tels que Tolstoï, Ellul, Illich ou les personnalistes, il existe un écologisme proprement chrétien, celui très franciscain de Jean Baster par exemple. L'idéologie écologiste développe à son égard une ambivalence qui n'est pas sans rappeler celle des romantiques. À vrai dire, il existe une double tension au sein de l'écologie, indifférence, que ce soit indifféremment d'ailleurs dans l'écologie radicale ou classique. Il y a d'une part une tension entre le christianisme et les croyances ou les spiritualités New Age, orientalistes ou néo-païennes, d'une part, et une tension entre le spiritualisme sous toutes ses formes et le rejet du religieux, donc un certain rationalisme, souvent d'ailleurs dans la critique anarchisante de la civilisation. Ce n'est pas un hasard si le créateur de l'une des principales revues écologistes, The Ecologist, Edward Goldsmith, considéré comme un écologiste de droite, a intitulé son ouvrage de référence « Le Tao de l'écologie ». Enfin, le Tao étant la spiritualité chinoise, comme vous le savez. C'est vrai qu'il y a, à l'égard du fait religieux, dans l'écologie de gauche, une réserve, à tout le moins, parfois même une hostilité, on le voit d'ailleurs dans les pages du journal de la décroissance, un fond de culture, un fond de sauce, parfois même bouffeur de curé, très laïcard, très rat de soc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces aspects, à la fois sur la question de l'identité et de la spiritualité dans l'écologie que nous voulons définir, Pierre? Déjà, l'hostilité des écologistes de gauche à la religion peut aussi venir d'un vieux fond de marxisme, et de marxisme mal compris. Enfin, ils ont retenu de Marx le côté le moins intéressant, à savoir la religion comme opium du peuple. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus, c'est pas primordial. L'écologie peut être à la fois chrétienne, vous parliez de l'orientalisme ou du néo-païen, ou des écoles néo-païennes, et notamment la nouvelle droite française. Peu importe la spiritualité que vous allez mettre dans cette écologie. Ça, d'une certaine façon, c'est du ressort de chacun. C'est du ressort de chacun, absolument. Peu importe par quel biais vous arrivez à cette certitude que l'écologie radicale est essentielle, du moment que vous y arrivez et du moment que les forces convergent à mettre en œuvre et à appliquer un programme concret, j'ai bien comprise. Sur lesquels on peut tomber d'accord qu'on soit attaché aux philosophies antiques, qu'on soit un néo-païen, ou qu'on soit un chrétien pratiquant, voire intransigeant. Je crois que le plus important, en effet, c'est d'être tourné vers l'action et de voir que sur ce terrain, tous les hommes de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, finalement, sont les bienvenus. En revanche, vous voyez, pour être très clair, je pense avec nos auditeurs, moi, c'est vrai que j'utilise l'écologie aussi comme un vecteur d'évangélisation. Si vous voulez, pour moi, le respect de la nature est une manière de parler du Créateur. Le respect de la créature pour amener au créateur d'une certaine façon. D'abord aussi parce que sans tomber dans les écueils justement parareligieux, l'apocalyptique, catastrophiste de certains militants écologistes,
à laquelle moi je ne crois pas, je ne suis pas du tout attaché, je ne la professe pas, même si il y a catastrophe, si vous voulez. La catastrophe est là, elle est même derrière nous, très largement, elle s'est déjà produite d'une certaine façon, cette apocalypse, elle est en cours, elle n'est pas à venir, je n'utilise pas l'écologie, si vous voulez, comme un succédané de religion, mais en revanche, c'est vrai que pour moi, chrétien intransigeant, il y a une profonde, comment dirais-je, imbrication entre ma préoccupation écologique et mon militantisme, je dirais, de l'Église en marche, si vous voulez, pour être tout à fait clair, voilà, sans m'étendre trop longtemps, mais on aura répondu. Le plus important, c'est que nous soyons tous tournés vers l'action, vers la définition d'abord d'un programme commun, la construction du parti, et ensuite la mise en œuvre de ce programme d'écologie radicale, d'écologie intégrale, d'écologie humaine. Il y a des différences, évidemment, entre l'écologisme nord-américain et l'écologisme européen. L'écologisme américain est très marqué, on l'a dit la semaine dernière, par la question de la wilderness. On peut puiser dans cet écologisme américain des choses tout à fait intéressantes. Je voudrais qu'on commence par les familles euro-écologiques, si vous voulez. Celle la plus intéressante, la plus marquante, la plus riche, la plus féconde, encore qu'elle ne soit pas au-dessus de toute critique, c'est bien sûr la notion de décroissance. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement les grandes lignes qui définissent le mouvement de la décroissance ? Peut-être redonner leur slogan, voilà, déjà sur la question de la finitude des ressources. Kenneth Boulding, si je ne me trompe pas, qui disait « Quelqu'un qui vous soutiendra que une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Vous avez déjà la base de l'idée de décroissance. C'est Georgescu Roegen. Notre monde est fini, nous vivons sur une planète qui n'est pas extensible, donc une croissance infinie dans un monde fini est absolument impossible, intenable. Partant de ce constat, qui est somme toute assez banal et assez simple à faire, que tout un chacun peut bien constater, partant de ce constat, que faire ? Et les décroissants, ce qu'on appelle aussi qui s'appellent les objecteurs de croissance, partent du principe qu'il faut décroître. Il faut arrêter de croire dans ce qu'ils appellent, et à juste titre d'ailleurs, cette religion de la croissance, qu'un chrétien appellerait mammon, si vous voulez. Il faut arrêter cette folie et cette croyance absolument vaine et fausse, et considérer qu'il faut revenir à un état antérieur, sans pour autant revenir à la bougie comme le souhaiteraient certains anarcho-primitivistes. Mais Serge Latouche parle des années 50-60 comme niveau de vie, qui permet d'avoir une vie bonne. Il faut décroître, il faut arrêter de produire et de surproduire comme on le fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au final, il faut sortir de cette société de la consommation et même sortir du consumérisme et non plus qui va au-delà. Sortir du tout productif, du tout pétrole, sortir du tout énergie fossile pour revenir à ce qu'on appelle la sobriété heureuse ou la simplicité volontaire et revenir à l'essentiel. Vous parliez tout à l'heure du travaillisme, c'est notamment ce que cela implique. C'est sortir de ce travaillisme effréné, redécouvrir et retrouver du temps pour soi, pour ses proches, pour sa famille, pour ses enfants, comprendre que réduire le temps de travail, ce n'est pas augmenter celui de l'oisiveté, puisque l'absence de travail ne signifie pas oisiveté, mais comme des activités non salariées, non marchandes, non productives, mais qui sont au final extrêmement importantes pour le bien-être personnel et l'épanouissement personnel et l'épanouissement de son environnement proche et de sa famille et de son cercle d'amis. Oui, alors la décroissance, c'est surtout en fait une critique de l'économisme, de la forme libérale qu'a pris l'économie en particulier, mais c'est une critique bien de l'économisme comme vision du monde. La simplicité volontaire relèverait plutôt de l'attitude individuelle du militant objecteur de croissance, c'est plus une attitude éthique et personnelle, c'est un peu la forme que prendrait une société engagée sur le chemin de la décroissance. Je crois que la décroissance, c'est d'abord en fait une incrédulité. En fait, ce sont des athées de la croissance. C'est comme ça qu'ils se définissent eux-mêmes. Et on voit bien là, justement, le rapport, la proximité avec tous les milieux laïcards, on va dire, irreligieux, anti-religieux, athées, militants, etc. Donc, ce qui explique parfois aussi ce ton très anti-chrétien, parfois, ou anti-religieux de manière générale. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces milieux, pourtant, prospèrent tous ces cathos de gauche dont on parlait, à commencer par Serge Latouche lui-même, qui est un breton chrétien de gauche tout à fait classique et typique, dont je salue d'ailleurs l'ouverture d'esprit, la cordialité, parce qu'il est toujours disposé à engager le dialogue avec les écologistes de droite. Je pense là à deux grandes figures avec lesquelles il est entré en relation. D'une part, Laurent Ozon, il y a quelques années de cela, lorsqu'il animait encore la revue Le Recours aux forêts, et des gens comme Alain de Benoît, avec qui il est tout à fait disposé à débattre.
Nous voulons définir un courant écologiste finalement très marqué dans l'écologie européenne, qui est peu présent en France, qui est très peu représenté en tout cas dans les courants de l'écologie politique. Mais nous, ce que nous voulons, c'est incarner ce courant régionaliste, fédéraliste, personnaliste, qui cherche à des formes d'organisation permettant une relation plus directe avec le pouvoir, privilégie la construction d'une politique participative à partir de la base, qui critique les grandes entités complexes, la centralisation, l'individualisme, le libéralisme, l'économisme. On veut aussi approfondir la logique démocratique de l'État par des formules de décentralisation et de démocratie directe. C'est cette écologie-là que nous voulons, mais nous la voulons aussi, on l'a dit, spirituelle et enracinée, et donc identitaire. Peut-être on peut parler, peut-être, puisqu'on en est à parler de la décroissance, dire un mot des relations justement entre localisme et identité. Parce que la décroissance, ils disent, c'est le local sans les murs. Mais je crois qu'ils se bercent un peu là aussi d'illusions. C'est une de leurs contradictions, on en a soulevé d'autres tout à l'heure. Mais c'est cette idée du localisme sans les murs. Pierre Torti, est-ce qu'on peut vivre est-ce qu'on peut vivre à l'abri des vents de la mondialisation sans se mettre à l'abri derrière un mur ? Alors, le côté mur a toujours ce côté péjoratif d'enfermement ou autre. En même temps, on ne vit pas sur des ponts. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que les décroissants de gauche n'arrivent pas à comprendre, c'est que le local implique l'enracinement. Et l'enracinement implique l'identité. Donc l'identité est effectivement au fondement de l'écologie que l'on souhaite holiste, enraciné et local. Qui dit localisme dit identité, dit enracinement. Et l'enracinement est la première des écologies. Quand vous êtes d'un endroit, quand vous venez de quelque part, en général, il y a un attachement que certains qualifieront d'irrationnel, mais qui au final est extrêmement compréhensible et totalement naturel. J'ai vu passer un livre l'autre jour en librairie qui s'intitulait « Psychogénéalogie des lieux de vie ». Les lieux de vie ont une importance sur tout un chacun, et quand vous le comprendrez, vous comprendrez que le localisme, l'identité, c'est la base de l'écologie bien comprise. L'homme n'étant pas un être fonctionnel, comme le dit le courant anti-industriel, le courant néoludite autour de l'encyclopédie des nuisances, l'être humain n'est pas un être fonctionnel et donc il ne peut être que malheureux dans ce monde, finalement, où il n'est de nulle part, dans ces non-lieux dont parle Annie Lebrun dans son très bel ouvrage sur les aéroports, les gares, les hôpitaux, etc., où en fait on ne se sent de nulle part lorsque l'on vit comme ça. Et c'est vrai que si les chefs d'entreprise étaient plus attachés au bassin d'emploi, au bassin de vie dans lesquels ils implantent leurs activités économiques, peut-être seraient-ils beaucoup plus regardants aux impacts environnementaux de leurs activités économiques. Et je crois que une des conditions d'une économie de marché libre mais responsable, c'est justement l'insertion dans un bassin d'emploi, donc une responsabilité à l'égard des hommes que vous faites travailler, mais aussi une responsabilité à l'égard de l'environnement, de la nature qui vous environne et qui environne les populations que vous faites travailler et qui non seulement sont vos employés, mais aussi souvent sont vos clients. Donc là, je crois qu'il y a une piste aussi pour une écologie réaliste, mais qui ne soit pas opportuniste, qui soit exigeante, mais qui soit fonctionnelle, pour le coup, qui soit vraiment opérationnelle. Pour que cela soit traduisible en des actes concrets, il va falloir relocaliser aussi l'économie. Et cela passera probablement par des mesures de fiscalité, par exemple, d'encouragement à la production et à la consommation locale. Mais oui, et puis c'est ce que disait Laurent Ozon, je n'ai pas envie de le trahir, il a dans une vidéo que nous avions réalisée au sein du Cercle Henri Lagrange, où on avait interviewé Laurent Ozon sur le localisme, il évoquait justement cette question de corréler l'embauche par rapport à la distance du lieu de vie du salarié qui travaillerait dans telle entreprise. Il avait absolument chiffré cette distance d'une centaine de kilomètres en imposant aux entreprises d'embaucher leurs salariés dans leur bassin de vie. Parce que évidemment, si vous faites 3 heures de train pour aller travailler et rentrer chez vous, déjà c'est déshumanisant, vous n'avez plus de vie, passez la majorité de votre temps de la journée sur votre lieu de travail ou dans les transports. C'est non-lieu comme que vous évoquiez à l'instant. Donc le localisme est effectivement essentiel à mettre en œuvre le plus rapidement possible pour revenir à une qualité de vie et à une écologie que l'on souhaite mettre en place dans le programme qu'il nous faudra échafauder. Pour prendre connaissance de ce courant, le courant de l'écologie radicale européen le plus fécond, le plus fertile, le plus actif, c'est probablement la décroissance, on l'a dit tout à l'heure. Pour rencontrer ce courant, le plus simple, c'est encore de se rendre dans un kiosque à journaux et d'acheter ce journal, je crois, qui est bimensuel,
Et souvent, les couvertures, ils sont assez amusantes, avec une grosse présence de dessins de presse, souvent d'assez grande qualité, je dois dire, à l'exception de Druil, qui a un dessin absolument affreux, je lui dis en passant. Mais les autres illustrateurs de ce journal sont vraiment talentueux. Vous pourrez donc prendre connaissance de ça et vous verrez souvent en couverture des dossiers qui en fait touchent à différents aspects de la vie contemporaine. Ça va être les nouvelles technologies, les écrans, les boissons énergétiques, le sport, les sports de haut niveau, les sports extrêmes, la Formule 1, des choses comme ça qui en fait montrent l'hubris à l'œuvre dans chacun de ces secteurs. Et c'est vrai que souvent il y a une critique anti-industrielle qui court dans les pages de ce journal, et d'une certaine façon la décroissance peut être aussi pour vous une porte d'entrée pour entrer dans le néoludisme, l'antiscientisme, c'est parfois même jusqu'à l'anticivilisation. On l'a évoqué très rapidement la semaine dernière en parlant du camarade Cousin, qui est lui on pourrait presque dire un primitiviste. Hein. C'est un des courants de l'écologie radicale. On peut peut-être en dire un mot tout de suite. Alors déjà commencer par dire que c'est un courant nord-américain pour l'essentiel, dont l'un des principaux inspirateurs est évidemment Kaczynski, Théodore Kaczynski, qui est connu aussi sous le nom d'Unabomber, parce qu'il envoyait des colis piégés à la fois aux compagnies aériennes et aux grandes universités américaines, qui a été dénoncé par son frère, qui a reconnu le style inimitable de Théodore Kaczynski, puisqu'il avait exigé, pour cesser ces colis piégés, que le New York Times, je crois, publie en première page son manifeste anti-technicien. Et bon, à la lecture de ce texte, son frère l'a reconnu. Il vivait dans une cabine dans le fin fond du Montana, je crois, et il fabriquait absolument tout lui-même, y compris les vis qui servaient à la confection de ses bombes. Il les faisait lui-même, il les fondait lui-même. Il vivait de manière totalement isolée dans cette cabine du fin fond du Montana, à la façon finalement de Thoreau, dont on a parlé la semaine dernière. On peut quand même dire un mot de ce courant néo-primitiviste qui, à mon sens, va quand même un peu loin, puisqu'il nous explique que tout a commencé il y a très longtemps, au néolithique. Hein. La révolution néolithique, dans la révolution de l'agriculture, nous a mis sur le chemin de la société technologique. Pierre Torty. Oui, voilà, pour eux, ils partent du principe que depuis l'avènement de l'agriculture, de la sédentarisation et la fin de la civilisation des chasseurs-cueilleurs, la fin de cette civilisation des chasseurs-cueilleurs, pour eux, sonne le début de la fin. Effectivement, ils vont extrêmement loin. C'est même pas des radicaux, mais c'est des ultra-radicaux, des ultra-orthodoxes, pourrait-on se permettre de dire. Je ne vous cacherai pas que ils me sont sympathiques, mais ils me sont sympathiques, bien que ça ne fasse pas une politique. Ça ne peut pas faire une politique, une théorie politique. On ne peut pas se proposer de gouverner un pays en proposant une politique anarcho-primitiviste. C'est bien gentil, c'est romantique, c'est sympathique à évoquer. Comme on l'avait déjà dit ça la semaine dernière, que vous partiez 6 mois, 1 an, 2 mois, 1 semaine, vivre comme un anarcho-primitiviste au fond des bois, ça peut être extrêmement bénéfique pour vous, pour votre mental, pour faire un retour sur soi-même. C'est très très bien, mais ça ne permet pas de gouverner un pays. Donc on le garde pour des moments de retraite. Si vous ne les faites pas ailleurs et que vous les faites dans les bois, parfait. Gardez-le pour ces moments-là. Et puis, en ce qui concerne l'édification d'un programme politique sérieux, on passera à autre chose. Oui, alors juste pour en dire un mot, anarcho-primitivisme, l'autre grand théoricien, c'est John Zerzan. On peut dire que, comme le dit Frédéric Dufoin dans son livre, qui nous sert de fil rouge, l'écologie radicale, ce courant anarcho-primitiviste s'est développé aux États-Unis et au Canada, autour de diverses revues, de sites internet, de centres de réflexion et de véritables centres d'apprentissage de la wilderness. Il constitue une idéologie tout à fait originale qui mène et articule les théories et valeurs anarchistes classiques, féminisme, refus du pouvoir hiérarchique, de l'État, des alienations religieuses, du capitalisme, etc., à l'imaginaire de la wilderness, déjà évoqué avec Thoreau, ainsi que certains aspects de l'écologie profonde, tels que le recours à l'intuition, l'idée du self-realization, dans une version moins mystique. Diverses pensées critiques de la modernité, de la technologie et de l'industrialisme, avec évidemment Ellul, Adorno, Zerzan, mais dans une perspective plus utilitariste que morale. Et enfin, les travaux de paléontologues et d'anthropologues, comme entre autres Marshall Chalin et Pierre Clastres, qui sont aussi des références chez les décroissantistes. Malgré sa radicalité, l'anarcho-primitivisme est indéniablement un écologisme anthropocentrique. Ce n'est pas le bien-être abstrait de la planète qui est recherché, ou qui est une valeur intrinsèque, mais bien un projet politique, en fait, de soustraction de soi, en fait, finalement, aux aliénations du monde moderne. Donc c'est bien dans le but de servir l'homme qu'est réalisé ce projet anarcho-primitiviste. Alors évidemment, une des grandes références
de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est bien sûr Jean-Jacques Rousseau, hein, avec sa Théodicée du bon sauvage. Et puis, bien sûr, je l'ai déjà dit, hein, Théodore Kaczynski avec sa société industrielle et son futur, qui est connu donc, je vous le disais, sous le nom d'Una Bomber. Mais bon, leur simplification, leurs idéalisations et leur mythologisation de la vie sauvage, évidemment, d'une certaine façon, rend totalement caduque le projet. On va passer à la suite, juste pour dire quand même que l'anarcho-primitivisme en France n'existe pour ainsi dire presque pas. Et vous l'avez dit, c'est sympathique, mais je me demande dans quelle mesure, mon cher Pierre, ce n'est pas du trollage tout ça, parce que vous dites ils nous sont sympathiques, mais est-ce que d'une certaine façon, ils ne sont pas un asset très utile dans les mains de nos adversaires pour nous ridiculiser et nous dire qu'on veut retourner non seulement à la bougie et la voile le bateau à voile, mais carrément dans les cavernes. Nos adversaires auront beau jeu de... Il est clair, effectivement, que nos adversaires auront beau jeu de dire oui, vous êtes pour une écologie radicale, vous êtes pour le retour à la bougie. Ils pourraient être considérés comme des idiots utiles du système actuel. Certes, je pense qu'ils sont sincères dans leur démarche, mais que dans le monde actuel et dans la société actuelle, effectivement, ils peuvent servir d'idiots utiles et d'épouvantail pour effrayer le peuple. Je pense qu'effectivement, il faut faire comprendre à nos auditeurs et de manière plus générale à nos compatriotes que l'écologie radicale, ce n'est pas l'anarcho-primitivisme. L'anarcho-primitivisme, de toute manière, est à la fin des fins qu'une démarche personnelle. Rassurez-vous, ce n'est pas là-dessus que nous baserons un programme sérieux d'écologie. Les anarcho-primitivistes ont quand même pour projet non pas de s'inspirer du modèle des chasseurs-cueilleurs, mais bien de le reproduire, de le reconstituer. Hein. C'est ce qui les différencie des anarchistes ou d'autres écologistes radicaux, alors que ceux-ci cherchent dans l'histoire humaine des aspects qui peuvent inspirer un nouveau mode de vie. Hein. Les anarcho-primitivistes, eux, ils cherchent des exemples. Bon, on va en terminer là. La seule chose qui est intéressante, évidemment, avec eux, c'est, je dirais, les aspects très très pratiques de la résurrection de certaines techniques très pratiques qu'ils ont fait entre autres dans l'environnement justement de l'archéologie expérimentale, si vous voulez, avec par exemple le jardinage en forêt, la permaculture ou l'élevage en plein champ, ça, enfin en milieu naturel. Ça, c'est des aspects tout à fait intéressants. Hein, cette agriculture holiste, cette agriculture permaculturelle, on a déjà fait une émission sur ce sujet. Alors maintenant, on va parler d'un autre courant de l'écologie radicale. C'est l'écologie sociale de Murray Bookchin. Là aussi, c'est une écologie nord-américaine, canadienne et états-unienne, qui s'inspire bien sûr de l'anarchisme d'Élisée Reclus, par exemple, on en a dit un mot tout à l'heure, mais aussi de la biologie de Kropotkin, autre libertaire et anarchiste, autre libertaire et biologiste célèbre. La liberté comme autonomie, distincte de la liberté civique du libéralisme, ça c'est leur projet à eux. C'est évidemment une écologie anthropocentrique, encore une fois, et qui centre tout le sujet finalement sur la question de la démocratie. La question pour eux, c'est l'émancipation de l'autorité. C'est-à-dire que cette écologie radicale se donne pour projet d'émanciper l'homme et d'établir finalement la justice sociale. C'est leur principale préoccupation. C'est, on pourrait dire, une écologie anti-hiérarchique. C'est une écologie contre toute forme de pouvoir. On pourrait dire donc une écologie libertaire. Et évidemment, tout ça se fusionne et se croise et se mitige dans l'écoféminisme dont on a dit un mot tout à l'heure. La révolution conservatrice française est probablement le seul courant aujourd'hui à revendiquer délibérément, ouvertement, publiquement que nous voulons une société hiérarchique. Alors évidemment, nous répudions ce courant de l'écologie sociale, encore que nous ne répudions pas toute justice sociale, au contraire, nous en faisons un point cardinal du programme, mais nous voulons une société et donc une écologie aussi hiérarchique. Pierre Torti, un mot sur la notion de hiérarchie et d'écologie ? Comme nous parlions, de toute façon, la hiérarchie est essentielle. Nous ne sommes pas des libertaires, nous ne voulons pas l'absence de hiérarchie. Et comme nous parlions tout à l'heure du côté biorégion et fédéralisme, là-dessus, il faut en revenir à Maurras et à son petit opuscule trouvable sur Internet et que j'encourage tout le monde à lire, Dictateur et roi, dans lequel il exprime le point de vue essentiel, une phrase capitale, en haut l'autorité, en bas les libertés. Donc au niveau local, au niveau municipal, là-dessus, nous pouvons rejoindre Murray Bookchin et son concept de municipalisme libertaire, qui est effectivement au niveau local très intéressant, mais étant donné que nous envisageons quand même, et principalement, d'avoir un État, pour avoir un État, il nous faut de la hiérarchie, donc même s'il y a un municipalisme libertaire à la base, il y aura une autorité en haut
et une liberté en bas, ça veut dire une administration qui sera évidemment allégée de tout ce bureau, de toute cette bureaucratie moderne que nous avons aujourd'hui, municipalisme libertaire, région naturelle, province, État. Mais tout ça justement s'emboîtant comme des poupées russes, et donc un ordre, une hiérarchie, un principe de subsidiarité, et partant donc du haut et du bas. Absolument, où il y a un échange permanent, où justement les revendications populaires peuvent s'exprimer via des référendums, via des mandats qui seront évidemment des mandats impératifs, nous en avons déjà parlé, où à la fois la chaîne de commandement mais aussi la chaîne de réclamation seront rendues fluides pour combattre et pour essayer d'enfin quitter tout ce technocratisme et ce bureaucratisme à l'œuvre dans les sociétés contemporaines, que ce soit dans les régions françaises, dans l'État français et à plus forte raison dans l'Union européenne actuelle où on voit bien qu'il n'a absolument rien de démocratique et rien de subsidiaire. Absolument. Alors, on va aborder maintenant peut-être le cœur de notre sujet, mais on va le faire après la pause musicale, et on parlera du biorégionalisme. À tout de suite. Donc après cette pause musicale, nous nous retrouvons pour dire un mot du biorégionalisme. Nous dirons un très bref mot sur les agrariens nord-américains. Et puis on terminera sur la question de la deep écologie qui a été longuement évoquée pourtant à ce micro avec Lucien Cerise pour essayer justement de débroussailler ce qu'on peut en retenir et ce qu'il faut en rejeter. Le biorégionalisme, c'est une synthèse originale et complexe des points de vue écocentrés, donc biocentrés si vous voulez, et anthropocentrés. Il est né avant l'avènement de l'écologie profonde, dans les années 60, dans les milieux de la contre-culture nord-américaine et plus spécialement californienne. Il a été conceptualisé dans les années 70 et 80 par, entre autres, Peter Berg, le fondateur de la principale organisation biorégionaliste, la Planet Drum Foundation, le géographe Raymond Dasman, l'écrivain Guy Snyder et l'historien Kirkpatrick Sale, dont l'ouvrage Dwellers at the Land nous servira ici de référence principale. Il est considéré donc par les biorégionalistes comme l'une des meilleures présentations des idées du mouvement,
Par ailleurs, la perspective historique de Seyle, ses rapports au corpus idéologique du biorégionalisme, notamment sa réflexion sur la technique et les modalités des diverses formes de décentralisation, de fédéralisation du pouvoir, ainsi que ses emprunts à l'écologie sociale, ont enrichi le mouvement et sont sans doute pour beaucoup dans l'influence qu'il a eue sur le décroissantisme européen. De tous les mouvements qu'étudie cet ouvrage, je rappelle donc toujours la référence L'écologie radicale de Frédéric Dufour aux éditions InFolio, le biorégionalisme est sans doute le plus fécond, pour ce qui concerne le travail théorique comme pour ce qui concerne l'activisme, à tout le moins aux États-Unis. On ne compte plus les publications sur ce thème, et notamment les monographies sur telle ou telle biorégion, ni les organisations qui défendent l'optique biorégionaliste. Il existe même des séparatistes biorégionalistes. D'autre part, les biorégionalistes tiennent des congrès réguliers afin de partager leurs expériences et d'élaborer des stratégies de prise de position communes, notamment sur les grands thèmes environnementaux. Qu'est-ce que le biorégionalisme ? Au cœur du projet biorégionaliste, il y a le concept de la biorégion. Une biorégion, déclare Peter Berg, est une zone géographique définie par des caractéristiques naturelles incluant le bassin hydrographique, le relief, la composition des sols, les qualités géologiques, les plantes et les animaux originaires du lieu, le climat et le temps. Ces caractéristiques sont continues, autrement dit, quand il y a des changements dans ces caractéristiques, vous êtes passé d'une biorégion à une autre. Le biorégionalisme inclut les êtres humains comme espèces dans les relations entre ces caractéristiques naturelles. Il promeut une attitude, une manière d'occuper les lieux par laquelle les humains s'adaptent aux caractéristiques de la biorégion d'une manière appropriée. À ce point précis de l'histoire, cette attitude existe seulement parmi les peuples soi-disant primitifs. Pour la plupart des gens aujourd'hui, il serait nécessaire de réhabiter le monde en sorte de correspondre aux caractéristiques de la biorégion qu'on occupe. Une biorégion est un terrain géographique et un terrain de conscience. C'est une idée culturelle basée sur des caractéristiques ordinairement associées aux sciences naturelles. Outre que cette citation donc, nous permet de faire le tour des caractéristiques de la biorégion, elle donne aussi l'esprit et les propriétés de ce courant. Pierre Torti, est-ce que nous n'avons pas grand intérêt à promouvoir ce courant biorégionaliste dans le cadre de nos travaux ? Absolument. Moi, à ceci près que le côté biorégion est donc assez américain dans son origine. Nous, en France, nous avons la chance d'avoir un pays qui a une histoire qui ne commence pas en 1789, mais bien avant. Et il y a effectivement les provinces, mais dans des zones plus réduites, il y a ce qu'on appelle les pays, les régions naturelles, comme le pays d'Hôte, qui lui est à cheval actuellement entre le département de l'Yonne et le département de l'Aube, la Tarentaise, la Maurienne, le pays Pagan, le pays Bigoudin, la Thiérache, la Petite Camargue, etc., etc. Il y a plus de 400, si ce n'est près de 500 régions naturelles en France, et nous avons tout intérêt à redévelopper ce programme parce que effectivement la géographie, le climat influent sur les hommes, sur la manière qu'on a de cultiver le sol dans tel ou tel endroit. Voilà, il nous faut absolument développer ce concept, le rendre audible, le rendre compréhensible par nos auditeurs et par les Français de manière générale, pour justement leur faire comprendre que c'est cet enracinement qui contribuera et qui est la première pierre mise à l'édifice d'une écologie radicale et d'une société holiste et qui sortira enfin de cette conception de ce capitalisme et de cet ultralibéralisme à l'œuvre aujourd'hui. Oui, et de ce jacobinisme aussi, parce que totalement. Oui. Le paradoxe, c'est que le biorégionalisme tire sa source dans les sciences naturelles. C'est assez amusant que notre famille politique trouve autant à y puiser, alors même que, je dirais, le point de départ de cette réflexion, c'est quand même les sciences naturelles, je dirais, dans leur aspect assez même scientiste, très matérialiste. Comment ce biorégionalisme mitige biocentrisme et anthropocentrisme, comment l'homme finalement, comme vous le disiez la semaine dernière, Torti, en citant Alain de Benoît, n'est pas séparé de la nature, mais doit bien être considéré comme membre de cet écosystème, membre à part entière. Alors évidemment, moi je dirais en tant que chrétien, blessé par le péché originel, aliéné par le péché originel, éloigné de son milieu naturel par le péché originel, et par la nécessité, et par le caractère technique de tout être, de toute vie humaine, vous diriez, vous, probablement, à la suite d'Alain de Benoît, monisme et pluralisme, dans cette approche finalement de la nature non séparée. Donc il n'y a de séparation ni valorisante pour l'homme, comme le promeut finalement la philosophie des Lumières depuis maintenant 2 siècles et demi, ni séparation valorisant la seule nature dans la wilderness à la Thoreau, à la Rousseau ou à la écologie de gauche, tout simplement. Absolument, et c'est vrai que je citais la semaine dernière de Benoît sur la wilderness,
et sur l'idée de monisme pluraliste. Mais il y a cette phrase de Benoît toujours qui pour moi est assez définitive. Il faut sortir en fait de ce contexte du paradigme cartésien, dit-il, et une fois admis que l'homme et la nature sont pris dans un même rapport de co-appartenance qui les rend inséparables sans pour autant les confondre, il n'y a plus à décider qui de l'homme ou de la nature est le sujet ou l'objet de l'autre, il n'y a plus à choisir non plus entre l'anthropocentrisme instrumentalisateur et le non-anthropocentrisme de la valeur intrinsèque. Voilà, il est possible d'affirmer en même temps que la nature possède une valeur inhérente et que seul l'homme peut se représenter cette valeur. Donc il y a, c'est le principe de co-appartenance qui rend l'homme et la nature inséparables, mais qui ne les confond pas. Certains disent « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». C'est à la fois vrai et faux, puisque défendre la nature, c'est nous défendre nous-mêmes. Je trouve ce slogan en fait assez ridicule. En fait, c'est très flatteur, c'est très gratifiant de dire que les militants écologistes radicaux disent d'eux-mêmes dans les manifs anti-COP 21 et tout, pour lesquels je suis totalement avec eux, hein. Mais je trouve ça vraiment ridicule et gratifiant de dire nous sommes la nature qui se défend. Bon, c'est un slogan, mais comme tous les slogans, il y a toujours un côté un peu ridicule. On peut parler, en parlant de ce biorégionalisme, en fait, d'un écocentrisme à visage humain. Et je crois que cette modération, justement, cette transaction, si vous voulez, entre ces deux courants, ce juste milieu qui a été trouvé par le biorégionalisme est pour nous très intéressant parce qu'il nous permet d'avoir une certaine intransigeance sur le fond du programme, de la radicalité, je dirais, de notre programme écologique, en même temps que nous ne perdons pas de vue que tout cela est ordonné à la vie humaine, et en particulier à la vie des Français, à la vie de nos compatriotes, et en particulier la vie de nos compatriotes les plus humbles. Après, il y a un autre aspect intéressant du biorégionalisme, c'est l'aspect, on pourrait dire, socio-psychologique, hein, qui accompagne l'adaptation humaine aux données naturelles. Hein, il y a une sorte de conscience du milieu qui est très importante, hein, dans ce courant, qui, contrairement à l'écologie profonde, il n'y a pas une logique instrumentale. Hein. L'homme n'est pas un simple contemplateur, il agit, et ça c'est légitime. Hein. La biorégion est donc une entité naturelle, mais c'est aussi une entité politique et une entité spirituelle. Et ça c'est intéressant, parce que je pense immédiatement à la colline inspirée de Barès. Comment la contemplation de la nature est pour nous aussi une source spirituelle. Comment on réconcilie l'homme avec la nature? Eh bien aussi dans cette spiritualité qu'on a déjà abordée en première partie d'émission. Hein? Le respect de la nature, c'est aussi un refus de l'hubris, c'est un refus de cette démesure, hein, de cette overshoot, comme disent les Américains, qui passe par la création de ces biorégions autosuffisantes. Et donc là aussi, c'est l'humilité. Et là, on retrouve justement cette rencontre entre les vertus spirituelles, l'humilité, et je dirais des pratiques politiques, de la simplicité, de l'autosuffisance. Et c'est là que se rencontrent la responsabilité et l'ascèse, la liberté et la discipline. Et je crois que c'est très conforme finalement à notre vision du monde, à la fois libertaire dans le sens de l'attachement aux libertés au pluriel dont parlait Charles Maurras, dont il voulait hérisser la France, et autoritaire au sens de l'auctoritas, de ce qui procède de l'autorité, de ce qui procède de la hiérarchie, du sentiment que nous ne nous appartenons pas tout à fait, du sentiment que nous ne sommes ici finalement que de passage, que nous ne sommes finalement pas grand-chose, que nous sommes toujours la partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. Pierre Torty. Oui, totalement. Et nous ne sommes pas propriétaires de la terre que nous foulons. Nous en sommes que les usufruitiers, puisque des générations nous ont précédés, des générations nous succéderont. Nous avons reçu en héritage un pays, une géographie, des paysages, un environnement qui, dans un état de préservation quasiment les mêmes et quasiment inchangés depuis les origines. Alors certes, la question est de la qualité de ce que nous allons laisser. Autant on peut dire que l'écologie sociale, dont on a dit un mot tout à l'heure, le concept central, c'était l'émancipation de toute hiérarchie. Autant on peut dire du biorégionalisme que le concept cardinal, c'est l'autosuffisance. On pourrait même parler, d'une certaine façon, même si le mot a mauvaise presse, tant pis, d'autarcie. C'est-à-dire le refus de l'importation, par exemple, d'espèces qui viendraient polluer cette biorégion, et partant, par métaphore, le refus aussi de l'importation de produits de consommation qui seraient étrangers à cette biorégion. Hein, les grands théoriciens du biorégionalisme nous disent « Chaque région aurait besoin d'apprendre à s'adapter aux circonstances naturelles, à développer des énergies basées sur des ressources disponibles
à produire de la nourriture appropriée au climat et au sol. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la biorégion nous protégerait aussi de toutes les menées capitalistes de type graines Monsanto, Codex Alimentarius et autres, parce que chaque biorégion, finalement, aurait son catalogue, aurait ses espèces endémiques, qu'elle cultiverait et dont elle ferait des produits typiques qui les distingueraient des terroirs voisins et qui ne feraient finalement qu'additionner les qualités, les différences, les distinctions, ce qui enrichit évidemment l'expérience humaine et qui ferait que, par exemple, si vous promenez à pied, passant d'une biorégion à l'autre, vous auriez des senteurs, des parfums, des goûts, des couleurs, des formes, toujours changeantes, toujours nouvelles finalement, toujours riches. Et n'est-ce pas vers cela que nous voulons aller, mon cher Pierre, alors que la société libérale, elle, nous promet plutôt d'aller tous vers l'uniformisation, l'appauvrissement finalement de toute expérience humaine dans l'expérience finalement capitaliste. Bien sûr, c'est la richesse du monde, c'est la diversité. La vraie diversité est justement cette diversité des identités, cette diversité des terroirs, des productions alimentaires ou autres, ou artistiques, ou intellectuelles. Vous avez parlé de l'agriculture des biorégions. On pourrait parler, vous aviez cité justement l'idée aussi de production d'énergie qui serait adaptée aux régions en particulier. Tout cela nous permettrait à terme, avec aussi le développement d'autres techniques, mais nous permettrait d'avoir une indépendance énergétique que nous n'avons pas aujourd'hui. Il nous faut redevenir autosuffisants, à la fois de manière alimentaire. Alors après, que l'on importe des fruits qui ne poussent pas en France, certes, puisqu'on ne peut pas les produire nous-mêmes, on ne va pas s'empêcher de les importer, mais ce que l'on peut produire chez nous, il nous faut le produire chez nous. Nous n'avons pas à importer. Quand vous vous rendez compte que sur les marchés, les haricots verts sous plastique déjà précoupés qui viennent du Kenya sont moins chers que les haricots verts en vrac qui viennent de 100 km de Paris, on marche sur la tête. Donc ça, il faut l'arrêter, il faut redécouvrir différents fruits, légumes, saveurs que notre pays comporte, et Dieu sait qu'il est riche justement de produits, et importer simplement ce que nous ne produisons pas, et revenir à une autosuffisance et à une indépendance énergétique qui nous donnera une liberté d'action et une liberté de prise de position au niveau international qui sera totale et non pas soumise à tel intérêt et qui lèse l'intérêt des Français et le bien commun. Alors, il y a un autre point, évidemment, mais qu'on retrouve donc en parallèle de l'écologie sociale et de l'écologie, du biorégionalisme, c'est la question de la démocratie directe, de la décentralisation. Les militants de ce courant sont très attachés à la démocratie directe, à la décentralisation, à la ruralité, toutes choses qui font partie, évidemment, de nos préoccupations. On pourrait parler de cette écologie comme une écologie symbiotique et empathique. Le militant biorégionaliste a un sentiment de communauté avec les gens dans le contexte d'une famille élargie qui inclut tous les êtres naturels de la région. En effet, le biorégionalisme, à l'instar de l'écologie profonde, plutôt que de l'abstraction, ce sont les sens le sens et la sensibilité, et plus particulièrement l'empathie qui doivent être mobilisés pour concevoir quelque chose. On aime, on révère, on respecte d'abord ce que l'on connaît, ce que l'on vit et ce que l'on perçoit directement, et aussi ce dont on dépend directement. Le respect de la nature ne doit pas être seulement, ou dans un premier temps, une abstraction ou un ensemble de règles morales détachées du vécu. Il passe par des sentiments, par une identification. Du reste, les biorégionalistes sont particulièrement attentifs à l'éducation et à la transmission des savoirs locaux, ce qu'on appelle les lore, en anglais, comme dans folklore, le savoir du peuple, et les knowledge, mais aussi des traditions. Et là, c'est là qu'on retrouve aussi cette confluence finalement entre notre traditionnalisme et notre écologisme. C'est que, évidemment, pour comprendre, pour connaître un lieu, il faut aussi en avoir les habitus, en avoir les savoir-faire qui sont absolument centraux dans cette logique. Autre famille nord-américaine qui va retenir notre attention, mon cher Pierre, ce sont les agrariens. Que dire de ce courant écologique ? Wendell Berry, écrivain, fermier, et le grand théoricien de l'écologisme agrarien. On pourrait dire que c'est une écologie paysanne, et donc c'est une écologie anthropocentrique, c'est une écologie de l'activité agricole, et là, évidemment, ça nous rapproche encore plus du terrain, je dirais, des solutions concrètes, de nos préoccupations écologiques qui ont trait aussi à l'activité humaine, et en particulier sur ses conséquences sur la santé humaine, c'est-à-dire la question des activités agricoles. Et je crois que nous devons centrer l'ensemble de notre programme écologique sur la question agricole. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Non, mais totalement. Parce que sans paysans, pas de pays.
Depuis les années 50, la révolution verte du ministre Pisani, là, qui est mort il y a peu de temps, qui lui-même a reconnu d'ailleurs les erreurs de la politique qu'il avait menée à la sortie de la guerre, en disant « je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin ». Donc toutes ces erreurs, on les connaît aujourd'hui, on sait quelles sont les catastrophes qu'elles engendrent, aussi bien les algues vertes en Bretagne à cause des nitrates, l'érosion des sols, la disparition de la faune microscopique qui vit dans nos sols. La mise en danger des abeilles, évidemment, et c'est une phrase qui est attribuée à Einstein, qui dit que si les abeilles disparaissent, l'humanité suivra rapidement. Donc il nous faut justement baser notre politique, et notamment cette politique environnementale, au niveau des paysans. Évidemment, supprimer ces grands ensembles agricoles de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares d'un seul tenant en monoculture, qui est une aberration aussi bien du fait que ce soit en un seul tenant, aussi bien que ce soit en monoculture, une aberration sans nom. Et même une aberration économique parce que ça tire les prix vers le bas et ça ne permet pas aux paysans de vivre de son travail, mais des subventions de l'Union européenne. Absolument, absolument. Et de deux, ça oblige, on fertilise les sols. Alors, on fertilise des sols qui ne sont plus fertiles à la base. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Pour nous, pour les paysans, pour notre alimentation et notre qualité de vie, pas un problème évidemment pour Monsanto et tous les grands groupes agroalimentaires et au syndicat de la FNSEA, qui est partie prenante de ces choses-là. Il faudra absolument revenir à une agriculture durable, vivrière, respectueuse de l'environnement, une agriculture paysanne, permaculturelle, agriculture naturelle, la biodynamie également, une agriculture qui au final est simplement une agriculture qui respecte la nature. Il est aberrant de faire une agriculture qui abîme la nature, puisque l'agriculture a pour but de nous nourrir. Si nous nous nourrissons contre la nature, nous allons en pâtir nous-mêmes. Il y a eu le remembrement, il va falloir démembrer, il va falloir refaire des haies, il va falloir recréer du bocage, recréer des parcelles, recréer justement des paysages pour la biodiversité, pour la qualité des productions. Il va falloir lutter contre cette il va falloir hérisser la France de haies, bien sûr, de murets, de fossés. Il va falloir en fait particulariser tout reparceller. Et en fait, tout ça est très conséquent avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le biorégionalisme. Il s'agit en fait maintenant de remonter les haies pour se protéger à la fois des vents de la mondialisation comme des pluies acides qui lessivent nos sols. On est bien d'accord, donc vous êtes d'accord avec cette idée, Pierre, que c'est autour de la question agricole qu'il faudra organiser en fait l'ensemble de la politique écologique, que tout doit être organisé autour de cette colonne vertébrale agricole. Je voudrais juste continuer en disant donc l'agrarianisme américain, et c'est aussi la rencontre du populisme et de la question paysanne. On pourrait dire c'est un populisme paysan, comme on a eu un peu partout d'ailleurs en Europe centrale, en Europe orientale, mais aussi en France et en Espagne, de puissants partis paysans dans les grands pays agricoles qu'ont pu être la France, la Pologne, la Hongrie ou l'Espagne. Et maintenant les paysans ne sont presque plus rien, les agriculteurs eux-mêmes ne sont presque plus rien sur le plan numérique, donc difficile de ressusciter tout cela comme force, je dirais, comme organisation de masse pour peser sur les destinées du pays, mais la ruralité, elle n'a pas disparu. Si le monde agricole est en voie de disparition, la ruralité, elle n'a pas disparu, et c'est probablement là que se trouvera notre foco, comme dirait Che Guevara, que se trouvera le foyer de notre travail politique dans les années à venir, dans les petites et moyennes communes de province, dont on a parlé à ce micro lors de l'émission Après la catastrophe. Là, on va pas trop s'étendre sur l'agrarianisme américain, vous pouvez vous référer évidemment au livre de Wendell Berry. On va dire un mot quand même de la deep écologie avant de nous quitter. Pierre, on va faire ça malheureusement le temps presse. Alors je vais vous demander de faire vite. Qu'est-ce qu'on peut dire brièvement de la deep écologie? Est-ce qu'on peut en donner une très brève définition? Est-ce qu'on peut déjà dire que la deep écologie, bon, pour le traduire, ça veut dire écologie profonde. On peut dire que c'est une écologie plutôt de la sphère anglo-saxonne, encore que les pays scandinaves n'en soient pas tout à fait absents. C'est une écologie écocentrée, biocentriste, et dont le principe, on l'a évoqué rapidement la semaine dernière, c'est la valeur intrinsèque de la nature sans aucune considération de la vie humaine. Ça me fait penser, j'avais lu et chroniqué pour l'Action française 2000 il y a quelques mois de cela, si ce n'est un an, le livre du capitaine Paul Watson, le capitaine fondateur de l'association Sea Shepherd. Earth Force permettait justement de donner des clés pour lutter, pour défendre l'écologie, la nature, mais qui aurait pu être étendue à différents domaines. Oui, c'est le manuel de l'éco-guerrier, voilà. qui en fait, bon, c'est intéressant parce que on a même depuis quelques années commencé à parler même d'éco-terrorisme avec l'Animal Liberation Front. Souvent, ce sont des militants d'écologie
écologistes, des militants animalistes. On n'a pas eu le temps d'en dire un mot, mais bon, tout ça est un peu éloigné quand même de notre question. On l'a dit la semaine dernière. Mais je crois que c'est pas, en revanche, pour faire une petite parenthèse, que nos amis identitaires qui se sont occupés d'essayer de tenter une opération de blocage d'un bateau de migrants gagneraient tous à lire ce manuel de l'éco-guerrier, parce qu'en fait les méthodes d'agite-prop que propose Watson sont tout à fait transposables dans d'autres militantismes pour protéger cette fois-ci, je dirais, l'environnement humain, l'écologie humaine, qui consiste à lutter contre la venue d'espèces exotiques sur le continent européen. Si vous êtes identitaire, c'est que vous êtes écologiste. Si vous êtes écologiste, c'est que vous refusez les espèces invasives. Hein forcément, hein, l'écrevisse américaine détruit l'écrevisse française et l'écrevisse européenne. Donc forcément, il faut avoir un petit peu de suite dans les idées. Mais bon, pour répondre à votre question, le problème en fait de ce livre, c'est simple, c'est que Paul Watson a une conception de l'homme de manière générale, hein, l'homme avec un grand H. Pour lui, il ne vaut pas mieux, il ne vaut pas plus, il vaudrait peut-être parfois moins que n'importe quel autre animal, du rouge-gorge à la baleine, en passant par le ver de terre, sous prétexte que les animaux n'ont pas besoin de nous pour vivre, les plantes non plus, nous avons besoin des plantes et des animaux pour survivre. De cette thèse, on peut dire quand même que c'est une thèse assez vulgaire. On va dire c'est la deep écologie dans sa version vulgaire et démocratisée par la figure assez médiatique du capitaine Paul Watson. Maintenant, est-ce que la deep écologie, surtout dans sa version, comme l'ont dit nos camarades du Lys Noir, parlant de l'écofascisme du Scandinave Arne Næss, est-ce que la deep écologie dans sa forme savante, dans sa forme académique, n'est pas plutôt une indifférence à l'espèce humaine qu'un mépris, une espèce de dépréciation assez polémique dont on voit bien l'usage, je dirais, politico-médiatique qu'en fait Watson. Oui, on peut dire qu'il y a une indifférence dans la deep écologie, entre guillemets, bien comprise. Il n'empêche que pour un deep écologiste, la nature passera toujours en priorité devant l'homme, parce qu'ils sont quand même, à la fin des fins, radicalement biocentristes. On en a parlé tout à l'heure, la question du biocentrisme ou de l'anthropocentrisme doit être dépassée, mais le problème c'est que tout ce que ça peut impliquer lorsqu'elle est vulgarisée, lorsqu'elle est dépréciée, à savoir par à la fois des appels au suicide de masse, des appels au meurtre de masse, certaines formes d'éco-terrorisme, et aussi à l'appel de la limitation des naissances. Bon, ça c'est encore un autre problème. Ce malthusianisme est un autre problème qui pourrait être à la limite discuté dans une émission qui lui serait consacrée. Il peut y avoir des choses intéressantes qu'il nous faut emprunter à la deep ecology, nous serons d'accord et c'est bien normal avec eux sur beaucoup de points. Il y en a d'autres où il faudra peut-être raison garder et analyser de manière un peu plus froide certaines de leurs propositions, certaines de leurs thèses, qui à mon avis devraient être tout de même remises en cause au vu simplement d'une conception de l'homme qu'en tant que chrétien ou même qu'en tant que stoïcien ou d'une conception de néo-païenne de la chose, nous ne pouvons que rejeter, puisque la thèse de l'homme pris comme un simple animal n'est pas tenable, puisque nous sommes des animaux, certes, mais avec une différence fondamentale, à savoir la parole, la conscience d'être ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas simplement gouvernés par nos instincts. Nous sommes probablement la conscience de ce monde. C'est peut-être notre rôle à nous, c'est finalement de subsumer toutes les espèces en nous et de donner un sens à tout cet foisonnement de l'être. Alors oui, il y a un point important, il me semble, sur des contradictions. Je crois que l'une d'entre elles, et pas la moindre, c'est que finalement la deep écologie procède d'un grand sentiment de culpabilité. Et ce qui est paradoxal parce qu'il y a une forme on sent un paganisme, une hostilité finalement à tous les contenus chrétiens dans cette philosophie, et qui utilise parfois certains des argumentaires de la deep écologie comme finalement une arme de déchristianisation. Je crois que il y a quand même une contradiction, c'est que il y a ce sentiment de culpabilité de l'espèce humaine. On amoindrit l'espèce humaine, on la traite avec indifférence, alors que je crois que l'attitude respectueuse de ce qu'est l'homme et de ce qu'il doit être dans son milieu, c'est plutôt celle que nous avons essayé de dessiner au cours de ces deux émissions, de cette co-appartenance, cette bio-anthropocentrisme finalement, ce biocentrisme habité par l'homme. Je crois que ce sera nos mots de conclusion, mon cher Pierre, parce que nous sommes bientôt à 1h30 d'intervention. Un mot de conclusion.
Un mot de conclusion, la défense de notre environnement, la lutte contre toutes les pollutions, quelles qu'elles soient, intellectuelles, sonores, visuelles, atmosphériques, terrestres, les OGM, pesticides et j'en passe, nous devons lutter absolument contre toutes ces formes de pollution pour pouvoir rendre le monde de nouveau habitable, comme nous l'ont légué nos ancêtres, comme nous devrons le léguer à nos descendants. Cet engagement pour la défense de l'écologie, cet engagement en défense de notre patrimoine environnemental est une forme de la charité. C'est une forme de la charité au sens le plus large parce que c'est une charité politique, raison pour laquelle nous avons dessiné ces deux premières émissions sur la définition de lignes programmatiques en vue de la construction du parti de droite, je vous l'ai dit en début d'émission. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oublie pas, c'est ton premier soir, tu dois combattre.